Vivre avec un animal de compagnie, c'est un budget qu'on sous-estime souvent. Au départ, la solution la plus économique est d'adopter un animal dans un refuge. Ici, vous pouvez adopter un chien pour 180 francs, quel que soit l'âge ou la race du chien. Pour un chat, on demande un don de 50 francs. Dans ce montant-là sont comprises certaines prestations, je dirais de base, qui sont les premières vaccinations, le marquage électronique, on met une puce électronique même au chat depuis maintenant plus de 20 ans. Nous participons aux frais de stérilisation si l'animal n'est pas stérilisé. Et puis, pendant les 10 jours après le placement, si l'animal présente des maladies ou quelque chose qui ne va pas bien, la personne peut venir gratuitement ici au refuge pour présenter son animal. Des tarifs et des prestations qui varient d'un refuge à l'autre. À l'acquisition, un chien adulte vous coûtera entre 500 et 1000 francs sur Internet. Dans un élevage reconnu en Suisse, le moindre chiot avec pédigré se paye environ 2000 francs et jusqu'à 4000 francs si la race est très recherchée. La micropuce est obligatoire, une centaine de francs si l'éleveur ne la fournit pas. Les premiers frais vétérinaires, environ 200 francs. Pour le minimum d'accessoires, la laisse, le panier, les gamelles et les jouets, comptez entre 200 et 440 francs. Le superflu, quant à lui, ne connaît pas de limite. Collier en strass, manteau de créateur ou coussin anti-stress. Tout au long de la vie de l'animal, les chiens suisses payent un impôt 100 à 150 francs par an selon le canton. Et pour la nourriture, pour les chiens, bien sûr que ça va dépendre fortement de la taille du chien. Un petit Yorkshire ne va pas consommer autant de croquettes ou de nourriture qu'un braque. Pour les croquettes et les friandises, comptez entre 245 et 1500 francs par an. Les visites chez le vétérinaire, environ 600 francs. Les leçons d'éducation canine, entre 500 et 1000 francs. Une éventuelle assurance santé, entre 200 et 600 francs. Total annuel, entre 1690 et 4100 francs pour un chien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un chat vous coûtera à peine moins cher, entre 1445 et 4045 francs. À côté de ça, bien sûr, il faut penser à tous ces frais qui ne sont pas prévisibles et puis surtout penser aux frais vétérinaires puisque les animaux vivent, on va dire, entre 1 et une quinzaine d'années. Et puis très vite, la vieillesse arrive, très vite les premiers problèmes peuvent survenir. Et là, il faut prévoir dès le départ, je dirais, un petit bas de laine ou alors peut-être penser à faire une assurance pour animaux de compagnie. Des soins vétérinaires de plus en plus sophistiqués et aussi de plus en plus coûteux. Ouda et Christophe Portier en ont fait l'expérience à la fin de la vie de Changa, leur chienne aujourd'hui décédée. Ils élèvent des Rhodésiens de Ridgeback qu'on utilisait autrefois pour chasser le lion. Quand elle avait 10 ans, elle a eu un nodule sur une épaule qu'on a dû faire enlever. Et puis, les résultats d'histologie ont montré que c'était une tumeur cancéreuse qui était vraiment très agressive, qui avait des risques de métastases et de récidives importants. C'est dingue comme elle a été attachée à Changa. Ce qui importait, c'était vraiment le bien-être de notre chienne qui avait déjà 11 ans quand on a appris tout ça. Après, on y était très attachés. C'était une chienne qui était très proche de la famille. Et on a décidé de faire seulement la chimio, qui est une chimio pour un chien de 11 ans, qui est assez bien supporté et puis qui est pas trop, c'est pas un traitement trop invasif. C'est ce qui importait. Je pense qu'en tout, pour les frais de chirurgie et puis tous les examens qui se sont faits après et la chimio, ça a coûté peut-être entre 3007 et 3800 francs. Juste, il y a ton frère. La famille Portier renonce au traitement de radiothérapie que propose le vétérinaire, mais c'est une décision douloureuse. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. On culpabilise toujours un petit peu quand on nous propose un traitement qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait la chimiothérapie et puis on en avait vraiment parlé avec notre vétérinaire traitant de ne pas vouloir faire trop non plus pour finalement un chien peut-être qui a 11 ans et dont l'espérance de vie n'aurait pas été de 30 ans dans tous les cas.
Les 2,5. Comme les élevages suisses sont loin de répondre à la demande d'animaux de compagnie, les petites annonces proposent un grand nombre de chiots et de chatons à prix cassés. On trouve même de véritables catalogues où choisir un animal en photo avec livraison à domicile. La protection suisse des animaux a montré en 2018 que seuls 11% des annonces étaient des annonces dites sérieuses. Donc il faut vraiment faire attention par rapport aux annonces sur Internet et il faut toujours essayer d'aller voir sur place l'élevage. Il ne faudrait pas acheter un chien sur Internet. Internet, c'est un moyen de se mettre en contact avec le futur vendeur, mais ce n'est pas un moyen d'acheter un animal. En 10 ans, l'importation d'animaux de compagnie a doublé en Suisse. Et sur les 30 000 chiens importés en 2022, la moitié était d'origine douteuse, peut-être issue du trafic d'animaux. C'est un animal que vous allez accueillir chez vous, peut-être avec des enfants. Il y a un risque sanitaire par rapport aux maladies, il peut y avoir des parasites, des virus. Et moi, en tant que vétérinaire cantonal, ce qui m'inquiète le plus, c'est la rage, car c'est une maladie virale transmissible à l'homme et mortelle. Éradiquée de Suisse, la rage est encore présente dans beaucoup de pays dans le monde, dont des pays européens. On vaccine les chiots à 3 mois seulement. Un animal trop jeune risque donc d'être porteur du virus. Si les choses n'ont pas été faites de manière conforme à l'entrée du chien en Suisse, vous êtes en tant qu'importateur la personne responsable pour le droit suisse, donc vous allez avoir des poursuites pénales ou éventuellement, si on doit faire un isolement du chien, vous devrez payer les frais de confinement qui peuvent s'élever jusqu'à plusieurs milliers de francs. On avait cette plaquette-là. Et à la fin de la vie de son animal, après des années de bonheur, et même si on est dévasté de chagrin, il reste à payer ses obsèques. Depuis plus d'une trentaine d'années, on a en Suisse des crémateurs animaliers qui permettent de procéder à l'incinération de l'animal et ainsi pouvoir, cas échéant, rendre les cendres au propriétaire. On va passer de quelques dizaines de francs à plusieurs centaines de francs, voire approcher 700-800 francs pour l'incinération d'un très gros chien avec une reprise individuelle. Certaines personnes souhaitent acquérir une jolie urne. Ça peut aller de la petite boîte en bois à moins de 20 francs, un sachet en tissu à moins de 20 francs aussi, à des urnes qui peuvent atteindre des prix exorbitants de plusieurs centaines de francs, voire, j'imagine, encore plus. On peut alors répandre les cendres ou même louer une concession du Jardin du Souvenir de Sainte-Catherine jusqu'à 150 francs par an avec option arrosage et désherbage. Et si on refuse de se séparer de son animal, on peut le transformer en bijou cinéraire, le top étant un diamant de 1 carat qui coûtera une vingtaine de milliers de francs selon la couleur choisie. On reviendra dans quelques minutes sur la problématique des importations de chiens ou de chats, mais avant cela, on s'arrête sur le prix de leur alimentation. Bonsoir, Hélène Trembellant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire à Genève. Alors, on a ici un tout petit échantillon de croquettes qu'on a acheté uniquement à la Coop et à la Migros. Et même avec ce petit échantillon, vous allez voir, les différences sont vraiment très importantes. Pour les chats, par exemple, ce produit Coop garantit 1,30 franc le kilo. Ici, cet autre produit Coop, 17,50 francs le kilo, ça fait 13 fois plus cher. Pour les chiens, le produit M-Budget, ici, il est à 1,70 franc le kilo. Et là, un produit de Good Stuff, 14,50 francs, 8 fois et demi plus cher. Alors, Hélène Trembellant, première question toute simple. Est-ce que vraiment les produits les plus chers sont forcément les meilleurs ? Non, au jour d'aujourd'hui, avec le monde du pet food et les nouvelles tendances alimentaires, ça ne vous garantit pas d'avoir les meilleures croquettes pour votre animal. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne qualité pour son animal, puisque le prix n'a pas l'air d'être un critère décisif ? Alors, pour choisir des bonnes croquettes pour votre animal, il faut déjà respecter son stade physiologique, c'est-à-dire s'il est en croissance, s'il est stérilisé, si c'est un animal plutôt sportif ou si c'est un senior.
D'accord. Une fois que vous avez son état physiologique, on va chercher une marque. Et c'est là où ça se complique un petit peu, où vous avez énormément de gammes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de marques. Il y a beaucoup de choses différentes. Les marques qu'il faut éviter, c'est celles qui vous font trop de promesses. Celles qui vont vous promettre que ça réduit le nombre de consultations vétérinaires, de vous promettre que c'est hypoallergénique ou que sur ces fameuses publicités un petit peu tirées par les cheveux qui vont vous dire que ça résout tous les problèmes de votre animal, leur alimentation. Donc, s'il y a trop de promesses, il faut se méfier. Exactement. D'accord. Alors, la cellule data de la RTS a analysé le prix des aliments des chats et des chiens, publié sur le site Galaxus, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Alors, certaines marques ont augmenté quand même très très fortement leur prix. Je vous donne des exemples. Plus 18% pour Friskies, plus 21% pour Whiskas, 12% pour Frolic et même plus 32% pour César. D'autres, au contraire, ont baissé. Donc si on s'aperçoit que le prix de la marque qu'on utilise a vraiment explosé, est-ce que c'est facile de faire changer à son animal la nourriture alors qu'il a déjà ses petites habitudes? Alors, ça dépend de l'animal. Il y en a certains qui sont plutôt gourmands avec lesquels ça va être plus facile. Mais sinon, c'est tout à fait possible de changer son alimentation. Il faut juste, lorsque vous arrivez à la fin de votre paquet, environ un tiers, vous achetez le nouveau paquet, puis vous mélangez tout doucement pour éviter les désordres intestinaux. D'accord, donc il faut y aller progressivement. Exactement. D'accord. Dernière question, Eline Trembellan. Il y a maintenant, on voit apparaître des mentions un peu bizarres sur les paquets, des mentions tout à fait à la mode, hein, sans céréales, fait avec des ingrédients naturels, sans gluten. Est-ce que ça, c'est un gage de qualité? Non plus. C'est du marketing. Le sans céréales, les animaux en consomment depuis très longtemps. Ça fait depuis les années 70 qu'on met du céréal dans les croquettes. On n'a jamais eu de problème particulier. Et au contraire, avec le sans céréales, on a des problèmes de santé qui commencent à apparaître. Le naturel, une croquette ne peut pas être naturelle vu qu'elle est fabriquée par l'être humain. Donc c'est aussi des tendances un petit peu marketing pour le pet food. Donc c'est vraiment bien du marketing. Oui, exactement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications, Eline Trembellan, et très bonne soirée à vous. Merci à vous. Et on va se pencher maintenant sur un phénomène que vous observez aussi, j'en suis sûr, l'évolution de la place des animaux domestiques dans notre société. C'est cela qui explique aussi que l'on dépense parfois sans compter pour nos compagnons. Les images de nos animaux de compagnie envahissent les réseaux sociaux, surtout les chats et les chiens. Qu'on soit anonyme ou influenceur, nous les aimons et nous aimons les montrer à nos amis. L'artiste Fanny Depoule nous présente Léon, vedette d'Instagram et de TikTok. Je pense que les personnes qui créent des pages pour leurs animaux ont conscience qu'il y a un côté ridicule, mais que finalement on aime bien. Et moi, quand j'ai fait ça, je me suis projetée dans le ridicule en poussant la chose, en disant oui, finalement, c'est vrai que c'est ridicule, mais j'assume. Et ça fait du bien, parce que pour nous, c'est aussi comme un album photo qu'on peut aller swiper pour revoir un petit peu les souvenirs. Et ouais, c'est un petit délire que je me suis offert. Et elle se laisse pas déguiser physiquement, et c'est dommage. Je lui mettrais bien des colliers de perles. Mais en revanche, elle aime beaucoup poser. Je crois qu'elle a un espèce de petit côté mannequinat, mais inné, qui est vraiment visible. Des gens qui se déplacent que pour toi, plus pour moi. C'est fini ce temps-là. C'est de toi maintenant. Oui. Chier. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on affiche son amour. Autrefois, on le faisait en écrivant des romans. Alors en fait, ça amplifie un phénomène qui existait auparavant, qui était toute la littérature en faveur des chiens et des chats, qu'on voit apparaître fin 18e, qui se développe au 19e siècle avec des romans. Thomas Mann, par exemple, écrit en 1918 un petit ouvrage sur son chien, où il raconte sa vie avec son chien. Et cette littérature a été très importante jusqu'à nos jours. Encore de nos jours, vous avez des biographies de chats ou de chiens, et maintenant plutôt de chats, qui dans les pays anglo-saxons peuvent se vendre à 4, 5, 8 millions d'exemplaires, ce qui est absolument considérable. Gary, c'est une espèce de magnifique bombe atomique dans ma vie parce que j'ai toujours été très très libre dans mes allées et venues. Puis tout d'un coup, j'ai un petit machin de 7,9 kg qui rentre dans ma vie et puis il faut s'organiser avec lui qui est là.
Gary est entré dans la vie de la comédienne Sybille Blanc il y a 2 ans, mais il n'est pas le premier chien de sa vie. Cartouche, c'est un chien qui est arrivé dans nos vies quand j'avais 12 ans. Ma maman venait de mourir et mon père a décidé d'aller à la SPA avec ses 2 filles. Mais là, il y avait un petit chien de 3 mois, Cartouche. Et voilà, on l'a ramené à la maison. Et ce chien a été vraiment une bénédiction dans cette famille parce qu'on était quand même tous dévastés par ce qui nous était arrivé. On avait un peu de la peine à recréer un semblant de foyer. Et je pense que pour moi, ça a été vraiment un compagnon extraordinaire. Ouais, ça, c'est Thomas. Longtemps, les animaux domestiques ont travaillé pour nous. On pense aux chiens de berger ou aux chats de ferme. Aujourd'hui, ils vivent avec nous. On est de plus en plus attaché à son chien, à son chat. Au 19e et au 20e siècle, le chien était l'ami de la famille. Maintenant, il est plutôt l'enfant de la famille. Et ça montre bien une intégration beaucoup plus poussée. Il y a beaucoup de familles maintenant où on souhaite les anniversaires du chien, du chat. Il a un cadeau à Noël. C'est souvent d'ailleurs sous la pression des enfants. Ce lien, toujours plus fort, est visible dans les chiffres en constante augmentation. On compte presque 557 000 chiens en Suisse en 2022 et même 710 000 chats. La Société de protection des animaux veille à ce que nos animaux de compagnie soient bien traités. Ici, le refuge de Sainte-Catherine de la SVPA près de Lausanne. La Société vaudoise de protection des animaux a été créée il y a 160 ans pour venir en aide aux chevaux maltraités. Son rôle a évidemment beaucoup changé au fil du temps. Premier constat, il y a 20 ans, ce refuge recueillait 1500 chiens par an. C'est moins de la moitié aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près à 600 chiens accueillis au refuge sur une année. C'est vrai que c'est beaucoup moins. Je pense que la première raison, c'est peut-être que beaucoup de gens cherchent à placer d'abord leurs animaux sur Internet, souvent des animaux qui ont une valeur marchande à leurs yeux, ils vont plutôt favoriser effectivement le placement en revendant l'animal sur Internet. Et puis, à côté de ça, effectivement, le chien n'est plus aujourd'hui peut-être aussi bien intégré en milieu urbain. Ça devient très difficile aujourd'hui de détenir un chien. Beaucoup de gens se plaignent auprès de la SVPA pour dire qu'effectivement, ils ont des problèmes avec le voisinage, ils ont des problèmes pour trouver des endroits pour lâcher le chien. Il faut savoir que normalement, si vous détenez un chien, vous devez tous les jours lui fournir du mouvement en liberté. Depuis quelques années, l'image du chien s'est détériorée. On lui reproche ses crottes, ses aboiements et ses morsures dans une société qui lui laisse peu de place. Raison pour laquelle, dans un refuge, on va beaucoup insister sur la responsabilité qu'implique l'adoption d'un chien et sur l'éducation que son maître devra lui donner. Mon objectif, c'est d'avoir la meilleure communication avec lui pour pouvoir fonctionner le mieux possible, pouvoir l'emmener partout, que s'il y a un danger, que je puisse avoir un chien qui m'obéit quand il y a un danger, ce genre de choses. J'ai fait du mieux que je peux, et d'ailleurs, on continue tous les jours. Et que là, il a 2 ans, Gary, et qu'il est mieux éduqué maintenant qu'il y a 6 mois. Et il le sera mieux encore dans 6 mois. Pour parfaire l'éducation de Gary, Sybille s'adresse à une éducatrice canine. Bonjour. Un service proposé par la plupart des sociétés de protection des animaux. Salut le chien. J'ai fait des cours avec lui. J'ai suivi des cours en vrai, online, en privé. Ok, d'accord. Après, Gary et moi, on est tout le temps ensemble, en fait. On communique assez bien ensemble, mais par exemple, il pourrait être plus affûté avec le rappel. Ce que j'aime beaucoup apprendre aux chiens, c'est que le fait qu'ils viennent vers moi est payant. Donc, je lui apprends à venir me toucher la main. Salut, mon gars. Touche. Bravo, c'est bien. C'est ça, le toucher de la main. Touche. Pourquoi je fais ça? C'est que déjà, il vient toucher la main et la conséquence du fait qu'il vienne me toucher la main, c'est qu'il est récompensé. Ouais. Et puis ensuite, je peux utiliser ça. Après, quand il connaît l'exercice, je vais utiliser ça en lui disant touche pour un rappel, par exemple. Ouais. Et mon gars, oui, touche. Donc là, pour le moment, je dis toujours les touches quand il vient. Mais après, il va comprendre ça. Oui. C'est génial. Touche. Oui, bravo. Ouais. Et ma main devient une cible.
Alors on va aller sur le terrain là, comme ça. Les cours d'éducation canine étaient obligatoires jusqu'en 2016 pour les propriétaires de chiens. Aujourd'hui, chaque canton a sa propre réglementation. Ouais, c'est top. Au minimum, on conseille une introduction théorique et quelques heures d'exercice en plein air où l'animal apprendra à obéir à son maître. C'est hyper important, je dirais même que c'est plus important encore, on le croit en tout cas, pour les petits chiens. Parce que souvent les petits chiens, les gens, ils n'y font pas trop attention, ils se disent de toute façon il ne va pas faire de mal, il risque rien, c'est le grand qui va attaquer. Mais si le petit n'est pas du tout éduqué et qu'il va agacer le grand, et ben, quand le grand réagit, et ben, ça se passe mal, et puis c'est le grand qui ramasse. On essaye le touche à l'extérieur. Oui. Alors. Jambon, ça sera peut-être plus pratique. Donne-moi le bâton. Et puis avec les enfants, c'est aussi un truc, il semblerait que ce soit les petits chiens de la famille qui mordent le plus souvent. Alors c'est là qu'on voit aussi, c'est intéressant, qu'on voit qu'à l'intérieur, comme il y a beaucoup moins de stimuli, ben, quand il le sait bien le faire à l'intérieur, on peut le mettre à l'extérieur. Ouais. Il faut que je le fasse 2000 fois dans la cuisine et après ça ira mieux à l'extérieur. Non, 10 000 fois. Si on récupère un chien qui a déjà 1 an, 2 ans, est-ce qu'on peut encore lui apprendre des choses? Complètement. Alors déjà, quand on récupère, ben, le chien, il est dans un nouveau contexte. Il est dans un nouvel environnement et puis il nous teste un peu. Hein. Et même des chiens de 7, 8 ans, 10 ans, ils peuvent apprendre. Quoi. Ça, complètement. Cet effort d'éducation est parfois négligé par les propriétaires. On le constate dans les refuges qui recueillent les chiens qui posent problème. On va recevoir effectivement beaucoup de chiens ici de grande taille au refuge, ou bien des chiens de race, par exemple, mis à l'index dans les réglementations cantonales. Les pitbulls, les amstaff et les rottweilers et les croisés de ces races sont des chiens qui sont soumis à autorisation et dès lors très difficiles à replacer. De plus en plus de gens prennent un chat. C'est vrai que c'est un animal qui correspond beaucoup plus à notre style de vie aujourd'hui. Le fait d'être beaucoup absent de la maison, le fait de vouloir par exemple aussi beaucoup voyager. Les gens aujourd'hui vivent beaucoup et sont beaucoup loin de la maison. C'est vrai que le chat correspond assez bien à ça. 2 fois sur 3, l'animal de compagnie est donc un chat, mais un chat d'un genre nouveau. En fait, ces chats, on va leur demander d'être différents. Depuis 30 ans, on a la même demande pour eux que l'on a eue au XXe siècle pour les chiens. C'est pour ça que j'appelle ces nouveaux chats interactifs, joueurs, etc., plus proches des maîtres. Je les appelle des chats-chiens. Alors non pas que ce sont des chats qui vont devenir des chiens biologiquement, ça n'est pas possible, mais des chats que l'on pousse à se conduire comme des chiens. Et le cas le plus ultime, c'est évidemment d'accepter de se promener en laisse comme les chiens. January, February, March, April, May. Mais oui, tu viens. Alors, on y va. Un bon exemple de chat-chien, c'est le Bengale, une nouvelle race aux allures de léopard et dont le comportement est très singulier. Il parle, il est très joueur, il aime l'eau et accepte volontiers de se promener en laisse. Rencontre avec des Bengales dans un élevage familial roman. On a 9 chats, 7 femelles et 2 mâles. Alors c'est vraiment une passion pour cette robe sauvage qu'ils ont. Alors nous, on aime bien les Bengales à rosette. Il existe aussi plusieurs Bengales à marble ou il y a d'autres à spotted. Mais nous, c'est vraiment les Bengales rosette avec les rosettes bien fermées. On aime ça. Est-ce que c'est des chats d'extérieur? Ils ont besoin de sortir à l'extérieur? Ils ont besoin de courir. Donc, si vous n'avez pas d'extérieur, c'est possible. Mais alors, il faut un parcours, il faut vraiment un appartement en 3 dimensions, vraiment voir comme ça. Et puis, si possible, une roue. Comme ça les muscle quand même, puis ils peuvent courir. Un chat bengale exige d'avoir les moyens. C'est environ 2000 francs pour un chaton avec pédigré. Et aussi de la patience. Dans cet élevage, la liste d'attente dépasse 1 an. Et même si le chat bengale s'approche du comportement du chien, il reste des choses qu'il ne sait pas faire. Tu chantes? Allez, chante. Chante. Ah, fausse note. Si, c'est une fausse note. C'est un mi bémol, t'as fait un si. Voilà. Oui,
Et à propos des cours d'éducation canine, vous trouverez sur notre site abe.ch le détail des règlements canton par canton, ça peut être très utile. Bonsoir, Lison Méric. Bonsoir, Malik. On vient de voir vos reportages. On va peut-être encore parler un peu d'importation des animaux. Alors, on a vu, un animal, ça peut coûter très cher. Est-ce que ça peut être une bonne idée, par exemple, de les acheter sur Internet, où il y a quand même des prix qui sont moins chers? Alors, ce n'est pas une très bonne idée. Le trafic de chiots en Europe, c'est 1,5 milliard de francs chaque année. Ah ouais. Donc, avec une petite annonce, on a de fortes chances de se trouver dans une situation de trafic. Il faut être extrêmement vigilant, tout vérifier et essayer d'aller voir l'éleveur de visu pour voir la mère, les bébés et être certain de ne pas être dans une situation de trafic. Ne jamais se faire livrer un animal à domicile. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des animaux qui sont trouvés à l'étranger et qui vous sont proposés par des associations? Là encore, vigilance pour 2 raisons. D'abord, il faut être certain que c'est une association sérieuse qui travaille depuis longtemps. Et puis, il faut savoir aussi que le chien ou l'animal qu'on va trouver, on n'en sait rien de comment il a passé. On ne le connaît pas du tout. Ouais. Peut-être qu'il aura des problèmes de santé, il aura presque à coup sûr des problèmes d'adaptation. On s'engage à quelque chose d'un petit peu compliqué, il faut le savoir. Très bien, merci beaucoup Lison et bonne soirée. Et pour clore ce sujet sur nos bébêtes, place à Benjamin de Coster et sa chronique Un brin ironique. C'est normal si vous trouvez qu'ils commencent à coûter cher, ces êtres vivants qui sentent fort et squattent chez vous sans payer de loyer. Mais assez parlé de vos adolescents. Le sujet de cette semaine, c'est les animaux de compagnie. Toi, c'est parce que tu coûtes trop cher que personne ne veut t'adopter? Alors pour savoir combien coûtent les animaux, faut prendre en compte tous les frais courants. La nourriture, le vétérinaire, un nouveau vase, une nouvelle lampe, un nouveau canapé. Tu sais pas si t'adoptes un chat ou un décorateur d'intérieur. Mais non, mais t'es pas trop cher, t'es trop chou. Par exemple, le coût d'entretien d'un chat, c'est facile, environ 100 francs par mois. Pour les chiens, les frais c'est variable. Il paraît que c'est la taille qui compte. Oui, chérie, on est d'accord que c'est pas vrai. Non, je demande, c'est pour le chien d'un pote. Ah, il y a les frais de base aussi. Ah, j'ai regardé la liste pour les chiens. Il y a des jouets, un harnais, une laisse, un collier. C'est fou, hein? C'est la même liste de courses pour adopter un chien que pour organiser une soirée SM. Et sinon, dans les autres frais, il y a un impôt sur les chiens. Et ça veut dire que dans le canton de Vaud, il y a des chiens qui payent plus d'impôts que les ministres en charge des impôts. Allez, une pour Pascal Broulis et une pour Valérie Ditely. Bon, il n'y a pas que les chiens et les chats. Il y a aussi des gens qui ont des reptiles, par exemple. Et là, ça douille, notamment en électricité. Parce qu'il faut les petites lampes chauffantes, là. Et ça va, l'équipe? Ils veulent un mojito en plus du solarium. Parce qu'apparemment, les iguanes, ils seraient pas très heureux dans le climat de la broie. Comme les gens qui habitent dans la broie. Mais on les aime, nos animaux. C'est pour ça qu'on leur donne des prénoms. Ces temps, la mode, c'est Nala, Milo, Joy. Ça commence à être un peu proche des prénoms humains. Et ça devient compliqué parce que si t'es au parc et que tu cries Nala, Milo, il y a tes chiens et 14 gamins du quartier qui débarquent. On devrait quand même revenir à Médor. Ça serait plus simple. Et bien sûr, si on a un animal de race, il faut lui donner un prénom qui commence par une certaine lettre suivant l'année de naissance. En 2023, c'est le U par exemple. Pas facile, hein? Bah là, il propose Unia, un chat qui passe sa journée à dormir et qui gueule dès qu'un truc lui plaît pas. Ça lui ira bien un nom de syndicat. Quoi qu'il en soit, on rappelle la base, les animaux, c'est bien d'en avoir seulement si on a des bonnes conditions pour les accueillir et les aimer. Faudrait aussi rappeler ça pour les enfants. On laisse les animaux et les enfants tranquilles pour parler voiture, puisque c'est gentiment le moment de remettre vos pneus d'été. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir, Alors, vous allez nous présenter les résultats d'un test qui porte sur quel type de pneus? Alors, ce sont des pneus de classe moyenne inférieure qu'on trouve sur des Honda Civic, des Audi A3, des VW Golf. Ils sont de taille 205, 55, 16, mais ces résultats sont transposables dans les catégories proches, c'est-à-dire en 15 pouces ou en 17. D'accord. Alors, il s'agit d'un test piloté par le TCS et pour qu'on comprenne bien comment il a été réalisé, vous nous emmenez dans les locaux du Touring Club Suisse. Les principaux tests qui sont effectués sont des tests de sécurité d'une part et le bilan environnemental d'autre part. Les tests sont d'une part les chaussées mouillées, d'autre part les chaussées sèches. Sur chaussées mouillées, on va tester la stabilité, la maniabilité, le freinage. Sur chaussée sèche, on va aussi tester la maniabilité, la sécurité et le freinage, mais aussi l'aquaplaning qui est un critère très important pour un pneu d'été sur chaussée mouillée. Cette année, le test de pneus inclut un nouveau critère qui est le bilan environnemental, qui inclut usure, bruit, abrasion, durabilité et efficacité.
Et cette note est maintenant incluse dans la note finale et elle va influer sur la prestation d'un pneu ou le choix d'un pneu par rapport à un autre. Parmi les 50 pneus testés, les moins bons sont surtout mauvais sur chaussée mouillée. Ce sont les distances de freinage qui s'allongent beaucoup. Par exemple, le Continental sera déjà arrêté alors que le Double Coin roulera encore à 52 km/h dans un test de freinage de 80 à 0. C'est donc la preuve en image de l'importance d'avoir un bon pneu. Alors Stéphane, vous allez maintenant nous présenter les 10 meilleurs pneus. Aucun n'est jugé excellent, mais tous sont très recommandables. Et il y a 2 modèles qui sont sur la première marche. Oui, très recommandé. Le Goodyear, il obtient 7 points sur 10. Il est bon pour le point de vue sécurité, de manière globale. Et il est très bon point de vue environnemental. Ça veut dire usure, abrasion, bruit et efficacité. Efficacité, ça veut dire quoi exactement? Et ça veut dire que chaque pneu a une certaine résistance au roulement. Et en fonction de cette résistance au roulement, on va consommer un petit peu plus ou un petit peu moins d'essence. D'accord. Donc Goodyear est numéro 1, ex aequo avec qui? Continental Premium, c'est celui qui obtient la meilleure note globale pour la sécurité sur route sèche et mouillée. Il est un tout petit peu moins performant question environnement. On descend ensuite à 6,8 pour le Michelin, un pneu très résistant à l'usure ainsi qu'à l'abrasion. Ensuite, on trouve 4 pneus à 6,4 sur 10. Oui, 6,4 pour le Bridgestone, meilleure note en efficacité, mais c'est aussi un des pneus les plus bruyants du test. Suit le Nokian, meilleur au niveau de la sécurité, mais les points usure et abrasion sont un petit peu plus faibles. Il est suivi toujours à 6,4 par le Falcon, qui obtient la meilleure note sur sol sec, point de vue sécurité, et encore 6,4 pour un Continental. On peut dire que sur ces 10 pneus, ce pneu obtient la moins bonne note sur sol mouillé par contre. Ensuite, on continue à descendre. Oui, 6,2 pour le Kumho. Là, c'est sa note environnementale qui péjore un peu son classement, et on passe ensuite à 6 sur 10 avec le Hankook, qui est parmi les plus faibles en efficacité. On trouve aussi à 6 le Nexon avec une usure et une abrasion un peu plus élevée de la gomme. Donc ça, c'est les 10 premiers. Le test, il porte sur 50 modèles. Un mot, Stéphane, sur la queue du classement. Oui, alors il y a 7 modèles qui sont non recommandés par le TCS. Et parmi ces 7, il y en a 4 qui posent des problèmes importants de sécurité. Il s'agit de l'Evergreen EH226, du Rickenroad Performance, du Double Coin DC99 et du Premiori Solazzo. Ces 4 pneus sont particulièrement mauvais sur chaussée mouillée. D'accord. Stéphane, un petit mot pour conclure sur le prix de ces pneus. Oui, alors en parallèle, la revue Bon à savoir a fait un comparatif de prix de pneus pour certains modèles achetés sur Internet et en magasin. Alors on arrive, selon les modèles, à des différences de prix qui varient entre 150 et 650 francs pour 4 pneus. Mais les pneus, ce n'est pas tout. Il faut encore les faire monter, il faut encore les faire équilibrer, éliminer les anciens pneus. Et pour ça, il faut aller dans un garage. Et là, c'est encore d'autres variations de prix qui peuvent intervenir. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Et les résultats avec les 50 modèles sont disponibles via le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien sûr sur notre site abe.ch.